Critique littéraire, directeur de collection chez plusieurs éditeurs, directeur de la quinzaine littéraire et enfin éditeur à son compte depuis 1975, Maurice Nadeau a publié entre autres Henri Miller, Malcolm Lowry, Witold Gombrowicz, Varlam Chalamov, Georges Perec, Michel Houellebecq. Auteur d'une histoire du surréalisme, d'un essai sur Flaubert, il vient de publier ses souvenirs dans Que grâce leur soit rendue et Serviteur. Ce passeur et découvreur de talent est mon père. Rue du Temple, octobre 1996. Maurice Nadeau vient pour la dernière fois dans ses bureaux de la quinzaine littéraire qu'il dirige depuis plus de 30 ans. Les éditions et le journal doivent en effet déménager dans de nouveaux locaux. Ici, vous voyez la pièce, et ben, là-dedans, il y a 50 ans d'édition. Tout n'y est pas, mais si je regarde là-haut, par exemple, toutes ces strates, ce sont les éditeurs différents par lesquels je suis passé et chez qui j'ai édité un certain nombre d'auteurs, quelques centaines d'auteurs. Il y a des auteurs, tous les auteurs on les aime également, mais il y en a qui sont très bien acceptés par le public, il y en a d'autres qui restent en panne, on ne sait pas pourquoi, et parfois ce sont ceux qu'on chérit le plus, mais enfin bref. Passons, voilà un livre qui a eu un succès tout à fait inattendu. Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. La couverture la plus hideuse de toute la production. Et tout ce qui attend d'être édité. Alors là, ça c'est le poteau noir là. Là, il faudrait piquer comme ça, il dit ah. Comment voulez-vous, il me demande si je vais lire tout ça. C'est pas possible. Il faudrait quand même que j'en ai un certain nombre. Hein. Mon père avait une bibliothèque. Mon père était un homme de la campagne, mais qui était intelligent et qui écrivait des chansons, par exemple, des choses comme ça. Il avait une bibliothèque qui était la bibliothèque de l'époque et de quelqu'un qui n'était pas un intellectuel, hein. C'est-à-dire, on trouvait la porteuse de pain, Ponson du Terrail, enfin des histoires comme ça. Ce qui fait que quand j'avais 7-8 ans, je lisais, c'est ce que je lisais. Mais il y avait la Bible aussi. Il y avait la Bible, alors c'était d'autres histoires. Mais je trouvais les contes de La Fontaine, pas les fables, les contes de La Fontaine qui étaient un peu lestes, hein. Ce qui fait que je lisais en même temps le Ponson du Terrail, les contes de La Fontaine et puis la Bible. Ça fait un drôle de mélange, hein. Édouard Nadeau, le père de mon père, est tué sur le front en 1916. En dehors d'une photo, les seules traces de son existence subsisteront dans les lettres que ce dernier envoyait à sa femme, illettrée, qui se les faisait lire par une voisine. C'était des gens qui étaient partis de la campagne à une époque où on montait en ville. On allait à Paris, ils sont venus à Paris tous les deux. Elle s'est placée aussi et lui a fait le coursier. Moi, je suis né à Paris à ce moment-là. Alors, je ne dis pas la date parce que ça remène à des temps si lointains que ça m'épouvante moi-même. Mais enfin, c'est comme ça. Bon, c'était avant la guerre de 14, mais mon père ensuite a été mobilisé et il a eu un triste sort parce que c'était le service de 3 ans. Il a à peine fini ses 3 ans que la guerre éclate et il repart. C'est-à-dire qu'il a fait 7 ans de guerre avant d'être tué, 7 ans de service militaire. Il vous a manqué, votre père ? Mon père me manque encore. C'est finalement comme si je n'avais pas eu de père. Ce qui m'a rendu un très mauvais père pour mes enfants. Une absence de père, ils ont senti eux aussi l'absence de père, comme moi j'ai senti la mienne. Mais moi j'étais là. C'est ma mère qui a joué le rôle de père. C'était une femme très active, très intelligente et très,
Oui, qu'il y avait beaucoup de force, parce qu'elle devait quand même élever ses 2 enfants, sans ressources. Sans ressources, il y avait une pension, bon, bien sûr. On était pupille de la nation, mais c'était plus honorifique qu'autre chose. Elle nous a mis en nourrice. Moi, j'étais chez des gens très bien, des ouvriers, un ménage ouvrier. Le père était foulon. À Reims, on faisait encore du foulonnage. C'était les tissus, enfin, et bon, avec une famille, un fils qui avait été gazé à la guerre. On partageait le même lit, d'ailleurs. Des filles qui faisaient différentes choses. Une qui s'est mariée, l'autre plus tard a fait le trottoir. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais enfin, c'était des gens très sympathiques et chez qui je suis resté longtemps. Jusqu'à temps... jusqu'à quand? Jusqu'au moment où ma mère s'est remariée. À ce moment-là, elle était déjà... C'était mieux pour elle. Elle était devenue cuisinière dans un restaurant. Un grand restaurant, c'était après la guerre, Reims, faut voir Reims, c'était complètement par terre, c'était des baraques en bois, on circulait dans les rues à travers les ruines, et sur la place de la cathédrale de Reims, il y avait un restaurant, quand elle était vraiment la personne qui tenait tout ça. Il y avait beaucoup d'amour, mais sans démonstration. C'est pas une femme qui vous prenait dans ses bras pour vous embrasser, jamais. Je ne me souviens pas de baiser de ma mère, peut-être quand j'étais bébé, mais à partir d'un certain moment, non, jamais. C'est curieux, il y avait beaucoup d'amour, puisqu'elle l'a montré par la suite, mais pas de démonstration, jamais. Et ça, vous en avez hérité, vous? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes démonstratif, Maurice Nadeau? Non, mais j'ai une apparence comme ça, et finalement, je suis plus faible qu'on ne le pense, plus sensible peut-être. Vous croyez à quelque chose de supérieur, vous, l'homme de gauche? De supérieur à l'homme, je l'ai cru jusqu'à l'âge de 12 ans, oui. Après, j'étais le dire au curé chez qui je me confessais. Je lui ai dit non, c'est fini maintenant. Il m'a dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je dis si, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est curieux, hein. Ben, c'est comme ça. Enfin, il y a des ruptures. Je m'empêtrais dans les péchés, dans les machins, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. J'étais toujours coupable, alors c'est merde, j'en ai marre. Enfin, il fallait tout lui dire en plus. C'est des choses qui me gênaient quand même. Alors tout ça parce que, ah non, c'est pas possible. Alors j'ai eu brusquement le sentiment que j'étais plus libre. Mais on peut se débrancher contraint. comme ça? Ah ben comment? En tous les cas, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, oui. Tout d'un coup, j'ai dit non, ça suffit. C'est bizarre, c'est comme ça. 10 ans après l'Holocauste de la Grande Guerre, l'ancien enfant de cœur qu'était mon père avait rencontré sur son chemin la politique. Et pour l'étudiant qui intègre l'école normale de Saint-Cloud, la politique, c'est à la fin des années 20, le Parti communiste français, encore auréolé du prestige de la Révolution russe. Ma mère se saigne aux 80 pour que j'aille à l'école, Bon, il se trouve que ça va, à l'école, ça va, on m'encourage, on me dit il faut continuer, c'est bien, etc. Or, elle m'a soutenu comme ça jusqu'à la grande école, jusqu'à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où quand même, alors là, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Je vais défiler dans les rues de Reims avec les ouvriers, tout ça. Bon, j'étais un étudiant, etc. Ma mère disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces voyous? Mais enfin, etc. Bon, elle ne comprenait pas, elle n'a jamais très bien compris, bon, d'où des différends avec elle, mais enfin, ça, c'est autre chose. Pour moi, je me commandais d'aller sur le polygone où se faisaient les exercices militaires pour aller chanter l'Internationale. Bon, pour d'abord refuser la préparation militaire qui était obligatoire, et c'était pas rien de la refuser. Et puis ensuite d'aller manifester, bon, j'allais pas manifester chaque fois et tous les jours, mais enfin d'aller manifester ma réprobation à l'égard des condisciples qui, eux, faisaient du maniement d'armes, enfin, etc.
on imitait ce qui se passait en Union soviétique. Il y avait un journal mural, etc., où on attaquait les talas, c'est-à-dire ceux qui allaient à la messe, ceux qui allaient à la messe. Il y avait les socialistes qui étaient du côté Jouot, Blum, etc. À l'époque, stalinien, je l'étais, mais je n'étais pas stalinien, j'étais communiste. Bien sûr, Staline, enfin, d'abord, je rechimbais même un peu parce que je voulais pas l'admirer, enfin, je ne l'admirais pas, ce type. Il me paraissait grossier, il me paraissait brutal, etc. Je ne savais pas encore tout ce qui allait se passer par la suite, bien sûr. Bon, j'ai vu que les communistes allemands n'étaient pas si forts qu'on le clamait, parce que Staline et tout le mouvement communiste disaient bon, Hitler, c'est rien du tout, ça va passer, c'est une éruption comme ça, comment dire, comme une fièvre, comme ça de la société allemande, c'est rien. L'ennemi véritable, ce sont les socialistes, ce sont les sociodémocrates, ceux qui ont assassiné Rosa Luxembourg, Sénos, quelle compagnie, sont tous ces types, etc. C'est l'ennemi principal. Alors voilà la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire que les communistes, au lieu de faire front unique avec les socialistes, qui étaient des braves types au fond, à l'époque, enfin ceux-là, et bon, qui étaient de gauche, qui voulaient faire quelque chose, qui ne voulaient pas de Hitler. Au lieu de s'unir avec eux, on s'unit avec Hitler. C'est-à-dire on s'unit dans des grèves, dans la grève des tramways de Berlin, on s'unit avec les nazis contre les socialistes, etc. Bon, alors il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Quelque chose en effet ne tourne pas rond à Moscou, au quartier général de la Révolution mondiale. Dès 1929, Trotsky, l'ancien dirigeant de l'insurrection de Pétrograd de 1917, l'ancien commandant en chef de l'armée rouge, est exilé, tandis que ses partisans sont éliminés du Parti communiste, déportés ou fusillés sur ordre de Staline. Un Staline dont Trotsky continue à l'étranger de dénoncer la politique ultra-gauche si désastreuse en Allemagne et la mise au pas des partis communistes européens. C'est l'époque où je découvre alors l'hérétique Trotsky. Bon, parce que je lis ses ouvrages, et puis je vais même me les procurer à la librairie de l'Humanité, alors qu'il est déjà exilé, oui. C'est en 30, il est exilé en 29 à Principo, mais c'est Nizan qui tient la librairie de l'Humanité à cette époque et qui ne voit pas d'inconvénient à vendre des Trotsky qui sont dans un coin. 1905, il est encore... Le volume est là, j'achète 1905, j'achète d'autres trucs parce que je fais de la propagande. Je suis à l'école encore à ce moment-là. Nos oppositions de gauche restons fidèlement dévouées à l'Union soviétique et à l'internationale communiste par un autre dévouement, par toute une autre fidélité que la majorité de la bureaucratie officielle. L'ouvrier, il se tient pour un communiste, mais qui se nourrit de la comptare, qui n'étudie pas des documents, ne vérifie pas par lui-même les faits, ne vaut pas grand-chose. Non, il ne vaut pas grand-chose. C'est sur des gens pareils que Lénine a forgé sa formule dure. Celui qui croit à la parole dans la politique n'est qu'un idiot sans espoir. Après l'exil de Trotsky en 1929, l'épuration frappe les anciens dirigeants bolcheviques en URSS jusqu'à en faire disparaître toute trace sur les photos officielles. Le PCF fait lui aussi le ménage en France. Tous ceux qui critiquent l'orientation antisocialiste qui a facilité l'écrasement par Hitler de toute opposition démocratique en Allemagne sont exclus du parti. Mon père rejoint alors un groupe trotskiste dirigé par Pierre Naville. Naville, c'est quelqu'un qui me surprenait aussi toujours par son attitude, qui était l'attitude vraie qu'il fallait avoir. Je me marie, je lui dis, écoute, je ne pourrais pas venir à la réunion de tel parce que je me marie ce jour-là. Il me dit, bon, enfin, tu ne te maries pas toute la journée. Ah, je reste quoi ? Je dis non, évidemment. Bon, alors tu viendras à la réunion. C'était pas une attitude de commandement, pas du tout. C'était le bon sens même. Tu es un militant, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu n'as pas... Bon, le mariage, c'est très important, mais enfin, c'est une affaire privée.
Mon père avait rencontré Marthe, ma mère, au début de ses activités militantes. Elle avait partagé ses idées. Très vite, elle allait aussi partager sa vie, jusqu'à sa mort, 50 années plus tard. J'ai vécu à l'hôtel pendant plusieurs années, 3, 4 ans. Et à partir du moment où on se dit, bon, il faut prendre un appartement parce qu'on est quand même professeurs tous les deux, etc., instituteurs, enfin on est... Bon, elle était professeure, bon. Alors on dit, bon, oui, mais quand même, on ne va pas s'installer dans le 5e. Hein. On est allé s'installer dans le 13e, rue de la Vistule, parce qu'il y avait deux usines avec lesquelles on pouvait travailler politiquement. Il y avait Niomerone qui faisait des moteurs d'avion, puis il y avait Poire-Levasseur qui faisait des voitures. En 1936, après la victoire électorale du Front populaire qui regroupe pour la première fois communistes et socialistes, un vaste mouvement d'occupation des usines se propage en France dans l'espoir de profondes réformes. La direction du Parti communiste français, débordée par sa base ouvrière, s'efforce de canaliser le mouvement et s'oppose souvent violemment aux militants trotskistes minoritaires. C'était pas toujours marrant parce que, bon, il fallait payer de sa personne, etc. Tu allais distribuer des tracts, tu recevais un coup de poing dans la gueule d'un stalinien. Bon, tu avais beau lui expliquer, mais non, camarade, on est avec vous, mais on est en train de vous trahir. Il ne faut pas savoir terminer une grève, vient de dire Torres. Bon, vous êtes en plein dans la lutte, c'est lui qui vous trahit, etc. Bon, et paf, alors bon, on allait voler. Mais bon, ça faisait partie du truc. C'est pas que les ouvriers, je ne leur en voulais pas, et ils ne m'en voulaient pas non plus. Ils ne m'en voulaient pas. Simplement, j'étais le traître, j'étais celui qui venait les désespérer. Au lieu de leur donner l'espoir, ils sentaient bien. Je venais leur dire, mais oui, vous avez encore les couillons dans cette affaire. Alors ça, personne n'aime ça. Parmi les trotskistes, bon, il y avait l'ami d'Autain qui était un marchand à la sauvette qui vendait des chaussettes, des histoires comme ça. Et en 1936, au Front populaire, quand tous on a été mobilisés, que le trotskisme est devenu... Alors bon, le trotskisme, on voyait partout, on voyait chez Renault, et en effet, ils y étaient, mais on n'était rien du tout, et ça avait pris feu tout d'un coup. Et bon, alors de même, ça existait, quoi. Mais d'Autain, qui était marchand à la sauvette, avait demandé à cette époque au Front populaire de former un syndicat des voleurs, des marchands à la sauvette. Ça devenait tout à fait extraordinaire. Et on ne trouvait pas ça bizarre. On disait, ben, en effet, les marchands à la sauvette, ils sont toujours poursuivis par les flics, tout ça. Ils ont le droit aux... Enfin bref, on était un peu dans l'utopie, mais c'était bien. C'était bien l'utopie. En 1938, André Breton fait le voyage au Mexique pour rencontrer Trotsky, qui a trouvé refuge chez le peintre Diego Rivera. Le projet d'une fédération internationale des artistes révolutionnaires et indépendants est à l'ordre du jour. Mon père est chargé par Pierre Naville de collaborer avec André Breton à une nouvelle revue, Clé, qui dénonce l'internement en France des républicains espagnols dans le climat délétère de la montée vers la guerre. À cette époque, André Breton se joint aux trotskistes pour protester contre les procès de Moscou. L'épuration qui frappe en Union soviétique les dirigeants de la révolution russe et les cadres de l'armée rouge n'épargne en effet plus personne. Avant de les faire fusiller, des campagnes incessantes de calomnie désignent les accusés comme manipulés par Trotsky, lui-même désigné comme un agent d'Hitler. L'ensemble des partis communistes cautionnent sans broncher les mensonges d'une bureaucratie dictatoriale qui envoie au goulag des millions de suspects. En août 1940, le pacte germano-soviétique ne trouvera au sein du mouvement communiste international qu'une seule voix critique, celle des trotskistes. Cette histoire des procès de Moscou a été pour nous, a été quelque chose de déchirant. Même pour nous, trotskistes, c'était quelque chose de déchirant. Et qui était absolument un non-événement pour la plupart des gens. Et que même la gauche, sauf un certain nombre de socialistes, disaient, bon, la révolution divorce des enfants, etc. La Ligue des droits de l'homme prenait parti pour
pour Staline. Enfin, c'était ça. C'était pour montrer l'isolement dans lequel on se trouvait. En 40, les choses, ça s'effondre. Parce que d'abord, il y a les copains qui sont mobilisés. Moi aussi, je le suis. Il y en a qui sont mis en tôle, qui sont mis en prison parce que, à cause de, par exemple, Benjamin Perret, qui est mis en prison, Rigal, enfin un ami, ils sont mis en tôle à cause, on les a repérés, tout ça. Après la défaite française, sous l'occupation nazie, mon père démobilisé a repris son métier d'instituteur et ses activités politiques clandestines. Les contacts se renouent petit à petit entre ceux qui entrent en résistance en dehors des grandes filières gaullistes et communistes. Les trotskistes tentent de retourner les soldats allemands anti-nazis. Je rencontre Sartre, ou Sartre me rencontre plutôt, puisque c'est lui qui voulait me voir. Alors ça, c'est en 42. Bon, en disant, il faut faire quelque chose, très bien. Moi, j'étais encore l'élément noyauteur, c'est-à-dire que derrière moi, je savais ce que je faisais, et lui, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Mais bon, il a vu qu'il lui fallait un trotskiste. Bon, moi, j'étais là, bon, on a travaillé ensemble pour peu de temps, parce qu'il a pris peur assez vite, et ça s'est terminé. Bon, alors ensuite, j'étais dans aucune organisation, parce que j'étais pas gaulliste, bien sûr. Essayer de travailler avec les Allemands, comme on m'avait appris, le défaitisme en temps de guerre, il faut avoir etc. J'en ai connu un, avec qui on a travaillé, mais moi personnellement, et qui était responsable, par exemple, des carburants en 1944, et qui a fait que tous les chars qui partaient, tous les chars allemands, et qui partaient sur la côte normande, c'était le dernier prochain, tout ça tombait en panne. Enfin, c'était un travail comme ça, enfin, de sabotage, etc. Bon, avec les gens qui se réunissaient, bon, en passant à travers les gouttes. J'ai rendez-vous avec Rousset au moment où la Gestapo est chez lui. Sa femme me fait dire de ne pas venir. J'échappe à la déportation. Je suis professeur à Paris. Alors il faut donner le change. Les gens sont pas si mal. Le proviseur, là aussi, ferme les yeux. Bon, 8 jours, je m'en vais ailleurs. Je reviens après, quand ça se calme, les copains me disent « Attention, t'es visé, tu devrais mieux te foutre le camp. » Bon, je pars. Enfin, voilà, la résistance, comme ça se passe, avec des tas de trucs qu'on accumule, des revolvers, des munitions, du plastique, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? La libération vient, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? J'ai jamais pris ça très, très au sérieux, mais enfin, on risquait notre vie quand même. Les choses sérieuses pendant l'occupation, c'est pour mon père la rédaction d'une histoire du surréalisme qui va paraître après la Libération. Un livre dont la conclusion ne sera guère appréciée par André Breton. Mon père y parlait de la fin du mouvement surréaliste. En 1945, il rencontre Pascal Piat, rédacteur en chef de Combat, un journal prestigieux de la Résistance dont le directeur est Albert Camus. Piat lui confie rapidement la responsabilité d'une page littéraire hebdomadaire, une page qui va avoir une influence importante dans le climat de débat passionné de l'après-guerre, marqué par une intense activité littéraire. Si j'écrivais un article dans Combat, j'étais sûr que c'était repris ailleurs, et puis paf. Puis je me sentais une espèce de mission aussi. C'est qu'il fallait balayer devant notre porte. Il y avait les collabos, on n'en parlait plus, d'accord. Juste ou injuste, écrivain, grand pas ou pas, etc. Mais enfin, il y avait tout un climat dont il fallait sortir. C'était les grands écrivains de l'avant-guerre, enfin, qui passaient pour des grands écrivains, c'est-à-dire des écrivains qui avaient du succès. Alors, c'était Mauriac, c'était Mauroy, c'était Jules Romain, c'était tout ça. Bon, il y avait une nouvelle couche, il y avait de nouveaux gens qui parlaient. C'était Sartre, c'était Camus, c'était Ionesco, c'était autre chose, quoi.
Et puis il y avait surtout ceux qu'on avait oubliés, qui étaient de la même génération que les écrivains à succès dont on ne parlait pas. Alors mon travail à moi, c'était de faire connaître Queneau, c'était de faire connaître Bataille, c'était Sade, bon, n'en parlons pas, c'était de faire connaître Michaud, de Char. Je passais mon temps à ça au fond. En 1945, après la libération des camps d'extermination nazis par les Alliés, David Rousset revient de déportation. Il entreprend de rédiger un long récit de l'univers concentrationnaire dans un roman, Les jours de notre mort. J'ai publié le livre de Rousset, ça a été le premier livre que j'ai publié d'ailleurs. C'était un copain trotskiste, et quand il est revenu des camps, j'avais connu avant, j'avais connu après, c'est-à-dire il est revenu avec le typhus, et un homme, quand il est parti, il pesait 90 kilos, il est revenu, il pesait 45. Enfin bon, il y avait un œil en moi, enfin déjà, bon, toutes sortes de choses effroyables. Bref, et ce grand talent qu'il a eu d'écrire Les jours de notre mort, que j'ai publié tout de suite, c'était mon premier livre, aux éditions du Pavois, et qui a eu tout de suite un prix, d'ailleurs le prix Renaudot de 45. L'analyse de Rousset est une analyse sociologique des camps, et il avait très bien montré comment dans le système nazi, ça répondait à un souci économique aussi, pas seulement de destruction des gens, mais un souci économique, les faire travailler pour rien. Mais c'était une découverte pour nous aussi, enfin on ne s'imaginait pas des choses pareilles. Or, on était très politisés finalement, on aurait dû être les mieux renseignés. Ben non, enfin, c'est une époque bizarre. En même temps qu'on a découvert que nos copains étaient assassinés par les staliniens dans les camps. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore une chose qui apparaît maintenant. En 97, on vient de publier un livre qui s'appelle Meurtre au maquis, où un de nos amis, et que j'ai bien connu, Blasco, qui avait été un des dirigeants du Parti communiste italien, qui s'était réfugié en France, qui a été assassiné par les staliniens. Bon, enfin bref. Sade, c'était à une époque où Sade était sous le manteau, enfin Sade était interdit. Et comme je pensais que c'était un écrivain, qu'on l'interdit, non, je ne peux pas, je ne pourrais pas supporter. Alors je m'y suis mis moi-même. J'allais à la BN, j'ai copié, tant que j'ai pu, enfin, puis j'ai publié les œuvres. Mais c'était l'auteur, tabou, pas le droit d'en parler, pas le droit de le citer, etc. Alors c'était la belle occasion, il dit tiens, Sade, voilà, moi je le publie. Voilà, c'était ça. Aussitôt publié, aussitôt saisi, les œuvres de Sade continueront à circuler sous le manteau. Autre bataille de nature sensiblement différente, Combat, journal issu de la Résistance, surprend ses lecteurs en prenant la défense de Céline, accusée de collaboration et interdit de séjour en France. Ce qui m'a touché dans Céline, c'était son malheur finalement. C'était son malheur, oui. C'était le fait qu'il était exilé à Copenhague, en prison plus ou moins, avec la pélagre, une sale maladie, et ici poursuivi pour antisémitisme. C'était en effet pas bon. Alors je pensais bien que c'était un salaud. C'était un salaud, mais enfin comme on l'est tous plus ou moins, quoi. C'était un salaud, mais particulier, quoi. Puis un salaud par ses positions pendant l'occupation. Il n'a jamais collaboré avec les Allemands, mais c'était pire. Enfin, il appelait au massacre des Juifs. Bon, mais il se trouvait dans cette situation-là et on allait le poursuivre parce qu'il avait écrit des saloperies. Alors bon, on avait interdit ça, de l'autre bon, n'en parlons pas. Enfin, tous. Alors c'était au nom du malheur et de la liberté d'expression, au fond. Un écrivain a le droit de tout dire. Moi, c'était ma position, c'est toujours la mienne. Même qu'il écrit des saloperies, il a le droit. Ah, c'est pénible, mais enfin, c'est même contre moi. Enfin, je plaide contre moi-même à cette époque. Puis en plus, c'était à l'époque où c'était la Résistance. J'étais dans le journal Résistant, avec Camus, avec Piat, tout ça. Enfin bon, c'était bien de défendre quelqu'un qui avait été un ennemi. Hein, bon, alors ce que j'ai fait. Au début des années 50, l'éditeur René Julliard
propose à Maurice Nadeau de diriger une revue littéraire. Ce sera les Lettres Nouvelles. Dans le débat d'idées qui secoue le monde littéraire de la pré-libération, les revues comme La Parisienne, dirigée par Jacques Laurent, La Haine et Rêve de Jean Paulhan, les Lettres Nouvelles et la page littéraire du journal Combat prennent pour cible l'animateur de la revue La Table Ronde, une des gloires littéraires du moment, François Mauriac. Comme critique, j'avais du succès, ça, disons-le, parce que ça venait de moi un peu, mais ça venait du journal dans lequel j'écrivais, et puis de la confiance qu'on me faisait, que m'avait fait le patron du journal. Et puis c'était le journal de Camus, c'était le grand journal de la résistance, des intellectuels, etc. Donc l'importance venait du journal où j'écrivais. Donc Mauriac pouvait pas être, puisqu'on parle de lui, il pouvait pas être indifférent à ce que j'écrivais. Et ça l'empoisonnait, parce que c'était l'époque où je magnifiais Sartre, l'existentiel. Enfin, j'étais aussi dans le coup, hein, le surréalisme, etc. Et puis, vous voyez que Mauriac, lui, il était resté sur le bord de la route, au fond. Et ça lui déplaisait, parce qu'un auteur qui se voit vieillir, c'est terrible. Hein. Il se voit vieillir non pas par l'âge, mais par le fait que les gens se détachent de lui, ne le lisent plus, le lisent de moins en moins. Et ça, c'est terrible, probablement. Ben, il avait senti ça, alors il a essayé de m'appâter comme ça, en me faisant des compliments, et en même temps une remarque féroce. Il serait le meilleur critique de son époque s'il était moins opaque ou spirituel. Ah, ça veut dire quoi? J'avais tout bouché. J'étais un positiviste, un terre-à-terre, machin, je comprenais rien à rien, ce qu'il y avait au-dessus, etc. Enfin bon, bien sûr. Alors, il ne savait pas qu'au même moment, j'adorais Bernanos, par exemple, qui était aussi de son camp, mais c'était tout à fait... Lui, c'était un catholique militant, donc quelqu'un qui aurait dû pas me plaire, mais qui avait montré une force personnelle, enfin extraordinaire, à la fois au moment de la guerre d'Espagne, et puis ensuite, quand il est parti au Brésil. Enfin, c'est bon. Mais je ne pouvais pas lui dire que Claudel, ça ne me plaisait pas non plus. Claudel, actionnaire de Numéron, bah, c'était fini. Hein, c'était pas... Bon, ça peut être un grand écrivain, je vois bien. Mais les grands écrivains comme ça, j'avais rien à faire. Hein. Dans le journal qu'il dirige, Albert Camus prend aussi la plume. Non pas pour intervenir dans les querelles littéraires du moment, mais plutôt pour affirmer une orientation politique. Les contacts entre l'écrivain au sommet de la célébrité et mon père ne donnent pas dans la simplicité. J'ai essayé de faire amitié avec lui, bon, puisque j'avais été exclu du Parti communiste, il avait été lui aussi, alors je pensais qu'il y avait un terrain d'entente, et quand il m'a dit un jour au bar qu'on prenait... Moi, je n'ai jamais été au Parti communiste, j'ai dit merde, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se méfie de moi ou quoi? Ou il oublie son passé ou quoi? Alors j'ai changé un petit peu d'attitude, en même temps que je n'arrivais pas à le tutoyer. Je tutoyais Pierre, je tutoyais tout le monde se tutoie dans le journalisme. Et Camus, alors il m'a dit un jour, écoute, tu me tutoies ou pas? J'ai dit, d'accord Albert. Enfin, je le suis mis à le tutoyer, mais ça passait pas quand même. Ce qui nous rapprochait, c'est qu'on avait si j'ose me mettre sur le même plan, on avait les mêmes origines. Sa mère était femme de ménage, concierge, illettrée comme la mienne. Enfin, il en avait bavé étant gosse. Bon, il y avait quelque chose qui nous rapprochait. Il m'avait entraîné là dans des petits trucs. Enfin, dans la rue qui parlait le boulevard Saint-Michel, la petite rue, il y avait le cinéma, il y avait une boîte. Alors, il s'amusait à danser avec Sartre, là aussi, que je voyais danser comme... Il se foutait de Sartre, regarde comme il danse, comme un ours. Enfin, c'était pénible, alors que lui était l'homme beau garçon et chéri de ses dames. Hein. Il se baladait toujours avec une femme à chaque bras, c'était quelque chose. Hein. Et puis il a eu le Nobel, alors ça c'était la fin. C'était la fin, il n'y avait plus de... Il acceptait les honneurs, les grands machins, c'était pas la peine. Puis il y a eu Algérie aussi, il faut dire. Autre grande figure de l'époque, Jean-Paul Sartre, qui fera scandale en refusant 10 ans plus tard le prix Nobel de littérature et voisin de palier des Lettres Nouvelles. Il anime en effet la revue de débat et d'idées, Les Temps modernes, chez le même éditeur René Julliard. Il était généreux, surtout. C'est un homme qui n'a jamais rien possédé, ça c'est formidable.
Il vivait chez sa mère, il n'a jamais eu, un moment avec Simone de Beauvoir, rue Schœlcher. Il n'avait pas de propriété, il n'avait rien du tout, il était vêtu de son petit blouson. Le prix Nobel, il l'a refusé, c'est quand même formidable. Tout l'argent qu'il touchait pour ses pièces, parce qu'il touchait quand même pas mal de droits d'auteur, il le distribuait à ses amis, qui étaient dans le besoin, un peu plus ou moins. Le jeune Bost, tout ça, ils en ont profité, tout le monde en a profité, Lanzmann, etc. Bon. Il était généreux, c'est formidable quand même, comme qualité pour quelqu'un. J'ai toujours beaucoup aimé Sartre. Bon. Ces conneries politiques, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Mais les gens, et ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent, c'est différent souvent. Hein. On approfondit les conneries politiques de Sartre? Il s'est collé aux staliniens tant qu'il a pu, quoi, sans se rendre compte. Sans se rendre compte, mais de bonne foi, je crois. De bonne foi, il est allé à Moscou, ça y est, il n'avait même pas besoin d'aller à Moscou pour ça. Il avait une certaine conception de la politique qui était pro-soviétique, anti-américaine. Enfin, tout ça allait ensemble. Bon. De sorte que il a donné aux staliniens ce qu'ils n'attendaient pas, d'ailleurs, eux, qui toujours l'ont poussé en le traitant de vipère-lubrique, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas souffrir. En même temps, il n'était pas dans la ligne, bien sûr, il était existentialiste, il avait sa philosophie à lui, il n'était pas... il faisait de grands discours en faveur du marxisme, mais pour les staliniens, ça n'allait pas. C'était pas ça, c'était pas leur conception à eux. De sorte qu'il s'est toujours fait jeter à coups de pied quelque part, mais il revenait. Alors c'est une chose extraordinaire. Il a commencé à comprendre à Budapest en 1956, au moment où il y a eu le soulèvement des Hongrois. Et encore, il justifiait l'entrée des Russes. C'est la guerre d'Algérie qui va rapprocher les sensibilités des deux revues. La dénonciation de l'emploi de la torture en Algérie, le soutien au mouvement anticolonialiste vont aboutir en 1960 à la publication du Manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission des soldats du contingent engagés en Algérie. Un manifeste sans précédent qui fait scandale et que Jean-Paul Sartre défend alors que les sanctions et les poursuites s'abattent sur les signataires. Le manifeste a été un manifeste clandestin. Une fois qu'on a recueilli les signatures, qui venaient chez moi, parce que c'était comme ça, mais il y en avait d'autres qui les recueillaient, qui me les apportaient, ça convergeait aux lettres nouvelles, ce qui fait que quand les flics sont venus, c'est moi qu'ils ont pris, perquisitionné, et envers un tiroir, il y avait des signatures. En plus que les gens avaient parlé un petit peu, c'est toujours très difficile cette histoire. Alors j'avais 20 inculpations sur le dos, ça commençait à peser. Et tout le monde avait pris tous ceux qui étaient interrogés, comme moi, parce que j'étais pas le seul, j'étais le seul inculpé, mais j'étais pas le seul interrogé. Disaient non, c'était un texte collectif, ce qui était vrai, on n'a jamais voulu désigner la personne, puis c'est vrai aussi. Blanchot a mis la dernière main, et ça porte son empreinte, ça c'est sûr, mais enfin tout le monde y avait collaboré à ce texte. Alors Sartre était loin, il ne pouvait pas y collaborer, il était au Brésil. Alors on lui téléphonait, on lui disait ses amis, il disait il faut rentrer parce que alors là ça commence à chauffer, il y a des gens qui sont inculpés. Finalement c'était moi et Blanchot. Et finalement avec des recoupements, ils étaient arrivés à trouver celui qui avait écrit le manifeste et celui qui le répondait. Et tous les deux, clac. Bon, tout ça aboyait, la presse, le Figaro, Debré, qui était à ce moment le ministre de l'Intérieur, qu'il faut tous les coffrer, il clamait ça à la radio, tout ça. Et puis un jour, De Gaulle a dit « Laissez tranquille, on n'emprisonne pas Voltaire ». Alors Sartre, c'était Voltaire. De sorte que le renom de Sartre a fait que toute l'affaire est tombée en quenouille et que ça s'est terminé par un non-lieu général. Voilà. Sartre, partisan déclaré d'une littérature engagée, s'est conformé à ses principes en mettant son prestige de philosophe au service de la cause algérienne. Cousins en politique, Sartre et mon père vont avoir un point commun supplémentaire. Ils écrivent chacun un essai sur Gustave Flaubert, mais les points de vue divergent. Moi, je trouve qu'il a dit beaucoup de bêtises sur Flaubert.
À cause de sa conception il avait une conception, il détestait la psychanalyse, Freud, etc. Mais finalement, il avait une conception à lui. C'était la psychanalyse existentielle. Bon, alors il a transformé complètement Flaubert. Il en a fait l'idiot de la famille, alors que Flaubert n'était pas enfant, était un prodige. Enfin, un prodige. Il écrivait à 12 ans des lettres qu'on a publiées, qui montraient qu'il n'était pas... Bon, il a voulu en montrer comme ça. Ensuite, il a voulu en faire un type qui refusait la réalité au profit d'un mirage comme ça. C'est pas vrai du tout. Le Flaubert anti-bourgeois, c'était foncièrement chez lui et c'était pas un mirage. Enfin, etc. Bon. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Enfin, son Flaubert est quand même une entreprise respectable. Il s'est arrêté au moment de Madame Bovary, là. Parce que pour lui, l'œuvre n'avait pas beaucoup d'importance. Il avait fait ça avec Baudelaire, où il avait fait une psychanalyse de Baudelaire à sa façon, et puis il s'était arrêté aux Fleurs du Mal. Ah, ça c'est quand même bizarre. Hein. Sur son Flaubert, j'ai écrit, je sais pas, 5 ou 6 articles qui ont été publiés ailleurs, et traduits ailleurs, etc. Bon, mais il n'a jamais bougé, il n'a jamais bouffé. Bon, très bien. Très bien, enfin, ça n'empêche pas les bons sentiments. Hein. Ce qui est embêtant dans le domaine de la critique, par exemple, c'est qu'on veut toujours inférer, à partir des textes, on veut inférer la psychologie de l'auteur. On veut qu'il ait voulu faire ça, qu'il ait pensé ci, qu'il ait pensé ça, alors qu'on sait que la littérature, c'est en même temps un grand mensonge. Enfin, c'est un mensonge plus vrai que la vérité, comme dit l'autre. Mais c'est quand même un grand mensonge, c'est une création. C'est-à-dire que, il y a beaucoup... c'est-à-dire qu'on y met beaucoup de soi, mais on y met aussi beaucoup de ce que les autres vous apportent. Et que finalement, on est dans une tradition. On écrit parce qu'il y a des siècles d'écrivains avant vous, c'est sûr. Et qu'on a pris à chacun un petit peu. On n'écrit pas par hasard ceci ou cela, quand c'est pas des citations directes même. Journaliste et directeur de revue, membre du jury du prix Renaudot, Maurice Nadeau devient au début des années 50 directeur de collection. De grands éditeurs, Correa, Buchet-Chastel, puis René Julliard, vont lui donner carte blanche pour faire connaître de nouveaux écrivains. Un des premiers parmi les plus importants sera Henry Miller. Il l'avait défendu dans le journal Combat au moment des poursuites judiciaires entraînées par la publication en France de Tropique du cancer. Après la reculade des autorités, Miller avait confié à mon père le soin de publier dans sa collection Le Chemin de la Vie, hébergé par l'éditeur Correa, son œuvre encore interdite aux États-Unis. Ce n'est plus un auteur à scandale, c'est un auteur à scandale à l'époque. Bon, maintenant ça ne l'est plus. On le trouvait même un peu pépère, enfin bon, d'accord, tout ça. On a fait mieux, si on veut, dans le genre érotique, dans le genre scandaleux, etc. Mais avec moins de succès artistique, c'est ça toute la différence. Si on veut voir simplement Miller, auteur d'histoires de sexe, on passe à côté du Miller, qui était aussi un Miller mystique, qui était un Miller qui croyait beaucoup à la transmigration des âmes, qui était très attiré par le Tibet, qui avait sur sa cheminée une photo de moine tibétain, etc. Il était dans un monde qui n'était pas seulement celui du sexe. Enfin bon, c'était beaucoup plus... Il y avait même un côté évangélique, enfin chez lui, un côté gourou, sauveur du monde, enfin tout ce côté-là existe dans son œuvre. Bon, alors l'homme qu'on a connu, qui a habité la maison, c'était pas celui-là, c'était un homme pudique, c'est vrai, qui ne prononçait jamais un gros mot, alors que son œuvre en est pleine. Il était complexe et il était très peu, surtout, homme de lettres, ce qui est rare chez les écrivains, enfin souvent, qui sont imbus de leur œuvre et qui pensent que le monde tourne autour d'eux, que si on les rencontre, il faut parler avec eux de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont fait, et qu'ils vous en parlent à longueur de journée. Lui, Miller ne voulait pas parler de son œuvre. Il n'a jamais parlé de son œuvre, de ce qu'il écrivait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait, rien du tout. Étant donné sa philosophie de la vie,
j'ai été quelqu'un qui perdait la sienne. Bon, c'était très bien d'éditer les gens qu'on aime, mais enfin, j'aurais mieux fait de faire autre chose. J'aurais mieux fait d'écrire, par exemple. J'aurais mieux fait de créer, de faire ce qu'il faisait, au fond. C'est-à-dire, bon, de côté tâcheron que j'avais, obstiné, le laborieux, bon, parce qu'il voyait bien, il habitait à la maison, et il voyait que j'étais obligé de partir, d'aller au journal, de travailler, etc. Bon. Alors, il me voyait un petit peu comme ça. Puis, bon, j'avais écrit, je ne lui ai pas donné mes œuvres, mais il s'est trouvé qu'aux États-Unis, l'ouvrage que j'avais écrit sur Flaubert a été traduit en Amérique, aux États-Unis, et il l'a lu. Enfin, il est tombé dessus, il l'a lu, alors il était très étonné. Il l'a couvert d'annotations dans les marges, etc. Puis il m'a envoyé l'ouvrage, mais en me disant, mais, etc. Bon, enfin, je lui apparaissais tout à fait sous un autre jour. Ce qui fait que les liens se sont encore renforcés. Et bon, il me mettait au courant, il m'envoyait des lettres. Par exemple, il devait se faire opérer. Bon, il m'a dit des choses qu'il n'a dit à personne. Par exemple, cet homme qui paraissait comme ça avait une trouille terrible de la mort. Et il se croyait immortel. Il fanfaronnait, il plastronnait en disant « moi je suis immortel, etc. » Bon, etc. Et il m'écrivait qu'il avait reculé le jour de son opération, je ne sais plus ce qu'on devait lui faire à la hanche, parce qu'il avait peur d'y rester. Bon, c'est ça l'amitié, c'est-à-dire quand on fait des confidences à quelqu'un qu'on ne ferait pas en public, qu'on ne ferait pas à d'autres. Alors là, c'est le cas d'un auteur et d'une œuvre, ça va ensemble, on ne peut pas les dissocier. D'ailleurs, quand je pense à Miller, je pense à lui, je pense au Tropique, je pense à ce que j'ai publié moi aussi de lui, ça fait un tout. Les amis d'Henry Miller, Laurence Durel, Alfred Perles, l'écrivain américain Richard Wright vont être publiés à leur tour dans la collection du Chemin de la Vie des éditions Correa. Mez Mesereau y donnera ensuite une flamboyante autobiographie avec La rage de vivre. En 1959, on découvrira enfin Malcolm Lowry avec En dessous du volcan, qui deviendra quelques 20 ans plus tard un livre culte. Malcolm Lowry est un auteur que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. C'est très curieux. Il était à Paris, j'aurais pu le rencontrer, et bon, ça ne s'est pas fait. J'aurais eu l'occasion, et puis non. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Probablement, j'avais peur d'être déçu. J'avais peur d'être déçu par l'auteur. Je savais que, bon... comment s'y prendre avec un alcoolique, parce qu'il était en état d'ébriété constante. Enfin, c'était épouvantable. Très lucide toujours, puisqu'il a toujours écrit dans cet état-là. Mais sur le plan des rapports quotidiens, c'est très embêtant. Enfin bref, j'étais trop timide ou trop... J'avais pas envie de le voir. Autre grande personnalité atypique du monde littéraire, Samuel Beckett, l'écrivain le plus secret de son époque, dont l'œuvre va imprégner toute une génération et être couronnée d'un prix Nobel, entretient avec mon père une relation qu'on peut qualifier de passionnelle. L'amour pour Beckett est venu je ne sais pas, de ma part, d'une méconnaissance. C'est-à-dire qu'on me donne à lire 3 pages manuscrites de Beckett pour savoir si je les publierais. Je lis ça, je dis absolument pas. Enfin bon, sinon je ne publierais pas ça. Hein, c'est curieux, mais c'était 3 pages. J'ai des excuses. On m'aurait montré un livre entier, peut-être que j'aurais... Bon, c'est tout. Et je n'ai de cesse de me punir d'avoir loupé ça. Parce il a cherché en tout Paris un éditeur. Et même moi qui n'étais à peine éditeur, c'est pas lui directement qui est venu me voir, puis c'était sa femme qui faisait circuler ses manuscrits. Personne n'en voulait. Et moi, je n'en ai pas voulu plus que les autres, enfin. Mais je n'étais pas non plus directement sollicité. Enfin, la question est compliquée. Mais je n'ai eu de cesse de vouloir me rattraper. Vous racheter. Me racheter.
Et quand a apparu son premier livre, alors j'ai crié au génie tout de suite, enfin j'ai crié, j'étais le premier à en parler, Et alors les autres ont suivi, parce que à l'époque, j'avais une autorité, comme vous dites, c'est-à-dire un article dans Combat, bon, les autres suivaient. Et alors Beckett m'en a été tellement reconnaissant qu'il ne m'a jamais... Bon, il m'a d'abord demandé est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Puis ensuite, il passait son temps à venir me voir. Passer son temps, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, chaque fois qu'il le pouvait, il venait me voir. Pour ne rien dire, d'ailleurs, pour parler, mais on se regardait dans les yeux, puis ça suffisait, enfin. On se regardait. Il n'avait rien à dire, moi non plus, mais qu'est-ce que je pouvais dire? Et toujours, il m'a donné ses œuvres, il me les a données avant de les donner à son éditeur. Avant que les donner à Nadeau, l'édition de Minuit, c'était pour les lettres nouvelles, c'est pour Nadeau. Il est venu voir, on s'est promené à la campagne, il avait déjà mal à une hanche, je sais pas, enfin bref. Mais on a passé une après-midi formidable parce qu'on ne s'est rien dit. On ne s'est rien dit, on a toute une après-midi, ça peut paraître long, hein. Non. Non, il m'a dit, on était plus ou moins voisins, il était à Ussy sur Marne, d'après de Meaux. Et il me disait, vous avez remarqué que le soir, il y a un oiseau, enfin, etc., un phénix, il y a un phénix qui traverse. Ah, je dis, oui, tiens, mais il me semblait l'avoir vu aussi, moi, enfin bref. Ça faisait un sujet de conversation, enfin bon. Comme ça, il a repris sa petite 2 chevaux, il est reparti. À la fin de l'après-midi, on avait passé une après-midi délicieuse. C'est formidable avec des gens comme ça. Ouais. Quel type formidable. J'avais essayé de le pousser sur Joyce, dont il avait été le secrétaire, tout ça, parce que je disais, s'il pouvait écrire ses souvenirs sur Joyce, ça serait formidable. Il n'a jamais voulu, parce que la fille de Joyce avait été amoureuse de lui. Elle est devenue folle, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas suivi ses avances. Enfin, c'est comme ça. Mais Joyce, il ne voulait pas en parler. Et s'il m'a dit un jour, c'est une vie comme celle de Joyce, jamais je voudrais la... Pour lui, Joyce s'était tué lui aussi au travail, et lui avait l'intention de ne pas se tuer au travail. En fait, il ne s'est pas tué au travail, mais enfin, il a beaucoup travaillé quand même. La revue des Lettres Nouvelles s'est doublée chez l'éditeur Julliard d'une collection de livres où les écrivains étrangers sont en bonne place. On y trouve Ferdi d'Ork de l'écrivain polonais Witold Gombrowicz, publié après 3 années d'intenses négociations avec l'éditeur qui l'avait refusé une première fois. Dans les années qui suivent, Gombrowicz va être reconnu comme un des écrivains majeurs de sa génération. C'était un homme tout à fait séduisant. Alors lui, c'était un séducteur qui avait le don et la volonté de séduire. Alors on a fait un repas chez Julliard quand il était arrivé, où toute la tablée était à ses genoux, tellement il avait enchanté tout le monde par des histoires qui lui étaient arrivées sur le bateau, enfin, etc., qu'il inventait à mesure. Enfin, c'est incroyable. Et puis, bon, je l'avais invité enfin, c'est de l'anecdote, mais c'est une anecdote significative. Je l'invite dans un restaurant, bon, un bon restaurant, mais enfin, c'était pas un restaurant de luxe. Et bon, on commence à s'attraper. On commence à s'attraper, je le trouve, d'une suffisance qui me porte sur les nerfs. Proust n'existait pas, Ionesco m'en parlait pas, Sartre c'est de la bibine, tout ce nouveau roman, c'était l'époque du nouveau roman. Enfin, j'ai fait mieux que tout cela. Alors je commençais à montrer de l'agacement. Alors il me dit ce que je vous dis, enfin, on dirait que... Je dis, vous m'agacez, en effet. Bon, c'était pas un contact très, très, très bon. Ensuite, il raconte, alors je publie son journal, et avec stupéfaction, je vois dans son journal qu'il raconte ce dîner, qui est un dîner tout à fait banal, enfin, c'est un dîner, bon, comme ça, où il fait une charge à fond contre les gens de lettres français, alors j'en étais, Germano-Pratin, bien sûr, j'en étais, enfin bref, et il raconte des histoires de ce qu'on a mangé, des tout à fait fantasmatiques, des poulards, des trucs, je ne sais pas quoi, où il avait été chercher ça. Il avait pris un livre de cuisine français, probablement, pour raconter une histoire. Bon, alors je lui ai dit, écoutez, si tout votre journal est comme ça, il n'y a pas de...
n'y a pas grand-chose à en croire. Enfin, il me dit, mais je suis écrivain, moi. Ah ben, je dis, bon, oui, alors très bien. Alors vous avez le droit de transformer tout, transformer la réalité. Enfin, si vous, un journal, vous dites des histoires comme ça, on ne vous croira pas. Je continuais à publier ses livres, mais il n'était jamais très content de... Je ne faisais pas assez de publicité pour lui, j'étais un mauvais éditeur, je n'avais qu'à m'occuper de lui, les autres ne comptaient pas. Pourquoi vous écrivez pour vous-même? Pourquoi vous êtes journal? Enfin bref, j'avais tout à son service. Il sentait probablement qu'il mourrait assez vite, enfin avant d'avoir... et il avait soif de se faire connaître avant de mourir. Alors c'est quelque chose que je comprends très bien. Et d'où son désir de faire parler de lui, on ne s'occupe pas assez de lui, désir de publicité, etc. Et puis il y avait Jelensky m'avait raconté une histoire qui m'avait beaucoup ému. C'est qu'à l'issue du dîner dont j'ai parlé tout à l'heure, où il transforme la réalité de façon incroyable, et il était... où il paradait, où il faisait le séducteur qu'il était, mais enfin il en remettait. Jelensky me dit un jour, vous savez, avant qu'il vous rencontre, que vous l'invitiez à ce restaurant de la rue de Verneuil, je l'avais rencontré, il était au coin de la rue, il était plié en deux, il avait une crise d'asthme. Alors ça m'a beaucoup ému, parce que je me dis, cet homme était capable, malade comme il était, de prendre sur lui, d'apparaître comme il voulait se faire passer pour quelqu'un de tout à fait, qui maîtrisait à la fois la littérature, son destin, sa carrière, qui se trouvait meilleur que Sartre, que Ionesco, etc. C'est des traits de caractère qui font que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas intérêt à connaître parfois l'auteur. Il vaut mieux se borner à son œuvre. Le connaître par son œuvre, c'est souvent plus gratifiant, enfin, plus intéressant. Dans les années 60, la littérature clandestine des dissidents d'Union soviétique, en particulier celle de Solzhenitsyn, arrive aux Lettres Nouvelles qui en publient des extraits. En 1969, Maurice Nadeau s'apprête à publier les récits de la Kolyma de Varlam Chalamov, qui lui sont parvenus sous forme de microfilm. À ce moment-là, je suis très, très attaqué par la presse communiste, par les lettres françaises, par Pierre Dac, etc., qui, le fait que je m'intéresse aux dissidents, les gêne, parce que j'avais publié Tarkovsky, enfin des gens qui sont à la fois un pied dans un camp et un pied dans l'autre. Enfin, tout ça les gênait beaucoup. Et ils font courir le bruit que je vais publier un faux dissident, etc. Ah, c'est très embêtant parce que ça aurait pu se faire, en effet, me compromettre par une provocation. C'est l'habitude dans ce milieu. Bon, alors j'ai dit, il faut que j'arrive à rentrer en contact avec cet homme. On me dit qu'il est sourd, qu'il est aveugle, qu'il va mourir, mais enfin, je dois y arriver. Alors j'arrive par des aircords, des canaux comme ça, à avoir de sa main une attestation comme quoi il existe bien. Il m'envoie sa photo. Bon, très bien, il dit, ouais, vous voyez, je suis dans un tel état, ça va très mal, bon, publiez-moi, etc. Bon, alors là, rassuré, je fais visionner ce microfilm, je fais traduire, enfin le traducteur me dit, tout, c'est énorme, vous n'avez pas publié tout ça, mais on va choisir là-dedans, je lui fais confiance, c'est un traducteur de russe, et il me donne les récits de la Kolyma, que je publie, qui ne soulève pas l'indignation d'ailleurs. Il faut dire que cette première édition que je fais des récits de Kolyma, de Chalamov, n'a pas suscité ni un scandale, ni un intérêt considérable. 30 ans plus tard, on réédite toujours les récits de la Kolyma de Chalamov. Dans les mêmes années, Maurice Nadeau découvre Leonardo Sciascia, dont il publiera 11 livres chez plusieurs éditeurs. Sciascia trouvera ainsi la notoriété en France avant de l'obtenir en Italie, son pays d'origine.
Les Lettres Nouvelles éditent aussi les premiers ouvrages de l'écrivain sud-africain J.M. Coetzee, futur prix Nobel. Les jeunes auteurs français, dont les premiers manuscrits sont refusés partout, viennent tenter de se faire publier chez les éditeurs successifs qui abritent les Lettres Nouvelles. Jean Doisseau se fera connaître avec la Ghana, Angelo Rinaldi et Hector Bianchiotti pourront après publication recevoir des prix littéraires et même se faire élire à l'Académie française. En 1965, un jeune sociologue, Georges Perec, était venu frapper à son tour à la porte. Georges Perec, qui avait fait le tour de toutes les maisons d'édition françaises avec un livre formidable qui s'appelait Les Choses. Il m'apporte ce manuscrit. Alors, bon, il est un jeune homme, tout, etc. Il dit, vous savez, moi, bon, on me prend pour un cancre, j'ai pas fait de bonnes études, je suis pas malin, etc. Enfin, il me touche par un certain côté. Et je lis son livre, c'était tout à fait dans l'époque. C'était tout à fait, j'ai dit, alors, le déclic opère, j'ai dit, bon, ben, je vous publie, moi. Il n'en revenait pas, ben, je dis, si, je vous publie. Bon, vous verrez un petit peu la dernière partie, qui est un peu trop plagiat de Flaubert, l'éducation sentimentale, vous verrez ça. Il me dit, bon, il le reprend, et puis je crois qu'il n'y reviendra plus. 3 mois après, il me rapporte son manuscrit, c'est ça, c'est Les Choses, ben, je dis, ça va. Il obtient un grand prix littéraire, c'est le Renaudot de cette année-là, 1965, et c'est le moment où chez Julliard, qui est mort, René Julliard est mort, c'est celui qui m'avait soutenu jusqu'à présent, c'est repris par des financiers qui me disent, bon, ben ça va, vous avez perdu assez d'argent avec tous les livres que vous avez publiés, vous pouvez disposer. Alors je leur laisse en partant le prix Renaudot, 200 000 exemplaires, et j'avais une dette qui était petite, enfin une vingtaine de millions à l'époque, d'anciens francs, c'était pas grand-chose. Il me suit, il continue à me donner des ouvrages. C'est Le Petit Vélo, quel petit vélo, c'est La Disparition. La Disparition, c'était un risque à courir, parce que c'est un ouvrage, il faisait des expériences littéraires, il était entré dans un organisme qui s'appelle l'Oulipo, ouvrage de littérature potentielle, où on jouait un petit peu avec les mots, etc. Enfin bref, il imagine d'écrire un roman sans utiliser la lettre qui est la plus utilisée en français, qui est la lettre E. Alors c'était une gymnastique continuelle pour arriver à ne pas employer la lettre E et pour faire une histoire quand même qui se tienne et qui ait de l'intérêt en elle-même. Ça s'appelait La Disparition. Bon, évidemment, personne n'aurait pris ça à ce moment-là, même avec le prix Renaudot, je ne sais pas. Enfin, ben, je cours le risque, j'ai dit je le publie. Et en effet, c'est un livre qui finalement a été traduit ensuite partout. Alors les Anglais, pour eux, c'est pas la lettre E, c'est la lettre, je sais pas, R, etc. Ils ont traduit ça à leur façon. J'en ai publié comme ça, j'ai été 5 ouvrages. Et puis, bon, ben, il me dit, mais finalement, je vis pas de ma plume, ça devient très embêtant. Bien sûr, je suis chercheur au CNRS, mais j'aimerais bien vivre de ma plume. Est-ce que vous pouvez m'assurer une mensualité, etc. Ben, j'ai dit non, je peux pas. Enfin, je consulte l'éditeur qui me dit, il n'est pas question, on n'a jamais fait ça, non, etc. Il faut faire comme les autres. Ben, bon, on garde des liens comme ça. Il m'écrit, il me met au courant de ce qu'il veut faire. Il me fait un long. Il savait exactement où il allait, les livres qu'il allait écrire, dans tel et tel domaine. Enfin, vraiment, il savait absolument ce qu'il fallait faire. Et puis, il cherche un autre éditeur, ou un autre éditeur se présente, qui le prend, etc. Qui me propose d'abord de l'éditer ensemble. Bon, ça se fait pas. Et bon, c'est à qui il donne La vie mode d'emploi, qui est son œuvre maintenant la plus connue. Bon, voilà. Et puis, les liens que j'ai avec lui sont, évidemment, sont distendus, puisque je ne le publie plus. Mais il est très soucieux de savoir ce que je pense. Il m'envoie ses livres, il m'envoie plus que ses livres. Il y a une correspondance, il y a tout ça. Il vient me voir, et on a des conversations. Bref, puis un jour, il meurt. Il meurt sans que je sache qu'il était malade. Il y avait quelques-uns qui le savaient, il avait caché ça à tout le monde, et il est mort assez jeune.
Et puis, bon, voilà qu'il meurt, et voilà qu'il a la gloire, tout d'un coup, une gloire posthume. Non seulement il est traduit dans le monde entier, mais des jeunes, des assemblées, des colloques, l'université s'empare de lui, enfin, etc. Il devient un auteur tout à fait célèbre. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. À ma stupéfaction même, je ne m'attendais pas à une pareille gloire pour Pérec. Enfin bon, elle est tout à fait méritée. Elle est aussi le fruit des circonstances. Enfin, le fait qu'une jeunesse qui s'est trouvée intéressée par lui, qui s'est trouvée visée, qui s'est trouvée comprise aussi par lui, lui a fait son succès. Autre aventure éditoriale, débutée en 1966, François Herval et Maurice Nadeau lancent avec leurs économies et sans soutien financier le journal La Quinzaine littéraire, alors que les revues littéraires voient leur influence diminuer. Phénomène très exceptionnel dans le monde de l'édition, un noyau de spécialistes et d'universitaires, tous collaborateurs bénévoles réunis autour d'Anne Sarraute, secrétaire de la rédaction, chronique en toute indépendance l'actualité du livre depuis près de 40 ans. C'est remarquable, Est-ce c'est qu'il très tombe intéressant de dans publier la ça. masse ou est-ce que tu Et puis alors l'autre ouvrage, toujours les belles lettres, s'appelle Faussaire des pas cette critiques. collection-là Ah non, non, non. Tu m'attends. Mon frère a l'air courroucé, je regarde ça qui... Côté édition, à nouveau remercié par son 8e éditeur et faute de nouvel employeur, Maurice Nadeau, à 64 ans, se met à son propre compte en 1975. C'est la séquence déménagement, là. Dans les gens qui verront en train de regarder des manuscrits comme ça, là-dessus. La caméra le surprend 20 ans plus tard, lors d'un nouveau déménagement. Les livres que je publiais ne se vendaient pas. Donc on n'est pas bien vu. Et avec le côté obstiné que j'ai, c'était toujours de foncer sur le manuscrit qui me plaisait, mais on sait qu'il ne se vendrait pas. On trouve les autres, enfin que vous aussi, vous êtes obligé de me dire. Alors là, on voit que les choses changent un peu. J'avais une liberté complète pour tout ce que j'avais publié. Puis tout d'un coup, je m'apercevais que, ben oui, mais si je publie ça, qu'est-ce que je prends? Je bois la tasse. Bon, alors bon, je la bois ou je la bois pas? Je la bois. Bon, très bien, mais bon, on la boit une fois, on la boit 2 fois, puis après on peut plus parce qu'il n'y a plus rien. On peut plus. Alors on devient prudent, et on comprend le souci des éditeurs qui sont des commerçants et il faut que ça rentabilise, il faut que le profit compense les pertes, etc. Moi, j'ai choisi la petite voie. Je me plains pas, hein, je suis ici depuis, bon, très bien. Mais enfin, je n'ai pas fait fortune. Puis je sais pas ce que j'ai cherché. Bon, je continue à travailler. Hein. J'ai pas pris ma retraite encore. Et bon, enfin, vous voyez, c'est pas. Donc, je suis Loutelo, pas tout à fait, parce que non, il y aurait quelque chose de trop romantique là-dedans, c'est pas vrai. Je suis bon, laissons-le faire, il fait son truc. Bon, ça gêne personne, quoi. Et en effet, je ne gêne personne. Dans le milieu littéraire, c'est plus feutré parce que les intérêts sont plus petits aussi. Ils sont plus petits. Enfin, entre des peintres, j'imagine que c'est féroce, c'est la lutte au couteau. Hein. Bon, parce que ça brasse des millions ou des milliards. Mais bon, entre les écrivains, et puis c'est tellement... bon, un tel m'aime pas, il aime ça. Ça n'a pas d'importance, au fond. Il a toujours son groupe de fans, enfin de gens qui sont là. Même quand il n'y a plus de groupe, il y a la famille. La famille qui dit oh, bon, on a papa qui écrit, enfin, etc. Bon, c'est toujours, il y a toujours une gratification de quelqu'un qui écrit.
des dizaines, disons. J'en ai publié des centaines, j'ai quand même découvert des dizaines de gens qui sont maintenant célèbres, ça c'est vrai. Je l'ai fait pas parce que j'avais la science infuse, mais parce que je suis un travailleur, hein, je lis. Un héros du travail. Voilà, Léris m'avait appelé comme ça, héros du travail, c'est vrai. Je lis alors que dans ces grandes machines que sont les maisons d'édition, on a des lecteurs, on les paye pour lire. Bon, c'est-à-dire on les paye peu, on prend des étudiants qui sont comme ça, bon, puis on leur dit, bon, qui disent, oh, ça vaut rien, ça c'est très bien. Alors que je prends la peine, moi, de lire ce qu'on m'envoie. Et ce qui fait que je trouve des choses. Je trouve des choses. Par exemple, le dernier roman que j'ai publié, là, c'est sur la guerre de Bosnie. Bon, c'était une personne que je connaissais, c'est vrai, dont j'avais publié autrefois des choses. Mais elle ne m'avait pas donné ce manuscrit, et elle l'a donné à des éditeurs différents. Elle voulait peut-être plus je en avais refusé beaucoup, peut-être plus me les donner. Alors, il y a 11 éditeurs, les grands éditeurs, ils ont tous refusé ce bouquin. Incompréhensible. Est-ce qu'ils l'ont lu, est-ce qu'ils ne l'ont pas lu? Ils se sont dit faire un roman sur la guerre de Bosnie, c'est complètement fou. Donc c'est pas la peine. Ouais, c'est une idée toute faite. Bon, je le lis, bon, je ne le trouve pas parfait, mais je le lui dis, je lui dis ce qui convient pas, etc. Elle le retravaille pendant 3 mois, et après, ça devient... c'est un succès, c'est un bouquin, bon, devient un succès, maintenant il est en cours de traduction un peu partout. Parfois, des choses très bien, je les envoie ailleurs. Oh, quelle surprise! Oh, bonjour Anne. Mais je suis capable d'éditer un manuscrit qui me déplaît profondément. Ça, c'est bizarre aussi, ça m'est arrivé, parce que je trouve que qu'il faut le publier. C'est presque un devoir. Il faut le publier parce que c'est... je marche pas là-dedans, mais il faut le publier. C'est là, en fait, votre truc, hein, c'est trouver l'équilibre entre le devoir et le plaisir. Oui, peut-être, en effet. Mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Hein. Finalement, vous me faites découvrir des choses, vous. Ça, c'est vrai. Le colonialisme français qui a l'air d'être assez intéressant. Je garde pas les gens. Hein. Je les garde pas. Une fois qu'ils ont fait leur trou, bon, ils vont ailleurs. Mais parce que il y a un exemple tout à fait récent, celui que j'ai publié il y a 2 ans, qui a un succès, et on va tirer un film, etc. C'est pas parce qu'on va tirer un film qu'il a le succès. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose de très bien. Il m'en donne un autre que je n'aime pas. Je lui dis, bon, il faut aller ailleurs. Il est allé ailleurs, et il rencontre le succès aussi. Je ne tiens pas à garder les gens, je tiens à les mettre sur pied. Voilà, puis après qu'ils se débrouillent. C'est un rôle de... Au fond, je n'étais pas enseignant pour rien. C'est un rôle de pédagogue aussi, un peu. Il y a une espèce de griserie aussi, chez celui qui découvre. Ça, on ne le sait peut-être pas, mais on peut s'en douter. C'est que quelqu'un que vous prenez qui n'existe pas, à partir du moment où vous l'éditez, il existe. Et même qu'il vous fait remarquer qu'il est devenu un écrivain et que ça, c'est plus la même chose. Hein. Attention. Hein. Alors ça, il y a un côté, et surtout pour les jeunes, ça va très bien. En général, ce sont des jeunes que je découvre, mais même pour les étrangers, des gens qui ont frappé à la porte depuis des années et des années, qui s'appellent, je sais pas, qui s'appellent Gombrowicz, qui s'appellent, je sais pas, Chacha, enfin un certain nombre d'écrivains que j'ai publiés et qui, grâce à moi, trouvent le succès dans leur pays. Ça, c'est aussi quelque chose. Alors, c'est un cinéma que je me fais, mais c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup à poursuivre. Il y a longtemps que j'aurais dû me reposer à la campagne. Ben non, pas du tout, parce que je ne peux pas arrêter, je ne peux pas me délivrer de ce plaisir aussi qui est celui-là. Ce qui est curieux, c'est que la plupart du temps, enfin, je suis assez discret, mais si on se met à m'interroger, je parle. Ça veut dire qu'il faut venir à vous, quoi, pour vous rencontrer? Eh bien voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi, étant donné mon métier. Et enfin des apprentis auteurs, des postulants, etc., qui apportent des manuscrits.
Et c'est curieux, mais c'est le genre qui veut ça. Ce sont des gens qui se mettent à parler parce qu'ils veulent vous expliquer ce qu'ils ont fait. Alors on a quelque chose, on dit bon, ben, je vais lire. Non, non, attendez voir. Quand j'avais un bureau là au Mercure, c'était Simone Gallimard avait dit ah ça y est, il va passer au confessionnal. Il s'agissait d'un auteur qui arrivait. On disait on l'envoie au confessionnal. Le confessionnal, c'était moi. C'est donc les gens qui parlaient, pas moi. Je les écoutais. C'est curieux. Et ça vous nourrit, ça, d'écouter les autres? Ben, c'est un peu. D'abord, ça me déplaît pas. Et ensuite, c'est un peu mon métier aussi, pour connaître les gens. Connaître un écrivain, par exemple, savoir, c'est pas bon, c'est ce qu'il écrit, mais c'est aussi ce qu'il est. Et d'ailleurs, ils ont tous des histoires à vous raconter, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, c'est ça. On dirait que c'est pas des gens ordinaires. Quelqu'un qui écrit, c'est déjà quelqu'un qui est pas ordinaire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond déjà. Mais enfin, les choses qu'ils ont racontées sont souvent extraordinaires. Ouais. Après bien des hésitations, mon père s'est résolu en 1994 à donner un tour personnel à ses écrits. Dans Grâce leur soit rendue, il relate ses rencontres avec les écrivains et livre aussi pour la première fois ses souvenirs d'enfance. 6 ans plus tard, paraît une suite, Serviteur. Vous avez refusé tous les honneurs? Non, je refuse pas parce que j'ai pas les honneurs, si on m'en a donné. J'ai refusé la Légion dite de ce titre, mais on m'a collé quand même le Grand Prix de... Le Grand Prix de quoi? Le Grand Prix national. Le Grand Prix national des lettres. En 88, oui. Alors, quel est le Premier ministre qui vous l'a remis? Comment il s'appelait? Lang, je crois il s'appelait. Oui, c'est ça. C'est le ministre de la Culture. Alors. C'est le ministre de la Culture, voilà. C'est le ministre de la Culture qui m'a remis ça, mais je ne pouvais pas me dérober quand même, parce que, ou alors il faut dire, bon... Il y a un excès de modestie qui confine à l'orgueil, donc elle a aussi une espèce de vanité plus profonde encore. Alors c'est pas... Non. Vous avez du mal à gérer l'orgueil quand même. Hein? Oui, non, mais je l'ai sûrement. Hein. Oui. Sûrement, oui. Mais ça me ferait mal d'apparaître aussi comme un faux modeste. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui ne me plaît pas. Et dont je peux donner l'impression. C'est probablement pour cette raison que mon père a accepté l'exercice périlleux de se laisser filmer par son fils, avec le risque de tomber dans le ridicule de l'éloge ou du règlement de compte oedipien, en transmettant son histoire personnelle. Je vois d'après ma vie, puisque maintenant je peux parler comme ça, j'ai l'âge pour en parler, c'est toujours des concours de circonstances. Mon père n'aurait pas été tué à la guerre. J'allais être curé. On voulait me faire parce que ça coûtait rien. Ma mère disait, bon, c'est une vieille demoiselle chez qui elle travaillait, disait, ah ben Maurice, il ferait un excellent prêtre. Parce qu'il aimait, d'abord il aime la messe, ça c'est vrai, j'étais enfant de cœur, et puis ensuite il aime lire, il aime comme ça, ce sera parfait. Bon, mon père est tué, il dit, bon, prêtre, peut-être c'est la solution, mais il a fallu qu'elle reparte. Bon, elle ne pouvait plus... Enfin, chaque fois c'est comme ça, pourquoi instituteur, pourquoi là, ma mère y est pour quelque chose, bon, pourquoi journaliste, alors là c'est le plus grand des hasards. Le plus grand des hasards, j'en reçois ma nomination en poche, je suis professeur à l'école normale de Melun, bon ça va, j'ai plus qu'un poste ensuite pour être à Paris, enfin c'est, bon, ce que je désirais, je l'obtiens. Et puis clac, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ah bon, en visite, je viens en visite, je viens en visite, parce que bon, comme ça avec un copain, j'accompagne un copain, qui croit que je viens chercher du travail, et qui me dit, bon, à demain. Alors je ne vais pas démentir, je ne vais pas lui dire, ben non, écoutez, il me dit, à demain, je ne peux quand même pas, bon, ben alors demain, je viens, d'accord. Alors les choses comme ça, bon, l'édition, on me dit, ah ben tiens,
vous écrivez sur les livres, vous pourriez peut-être en publier. Alors je dis, tiens, ça c'est une idée. Enfin bon, c'est Julliard, une revue, je pensais pas, bon, enfin, etc. Enfin, tout est comme ça. C'est ça un destin, non? C'est n'importe quoi, en somme. Et c'est malgré soi, presque. Oui, on y met un peu du sien quand même. Enfin, c'est un peu comme ça.